bien évidemment à Gémenos pour ce salon sous la pluie. Et comme je l'ai dit l'autre soir, mariage pluvieux, mariage heureux. Alors on va dire salon pluvieux, salon heureux, salon du livre heureux. Voilà. Alors nous sommes là dans une très jolie salle, qui est la salle du Marquis d'Albertas, de la très belle, bien sûr, mairie de Gémenos, une mairie du 18e. De toute façon, tout à Gémenos est très beau. Voilà. Alors, cette rencontre, nous l'avons intitulée, comme souvent, c'est nos deux adjectifs et qui, je pense, qualifient le mieux certainement Marcel Pagnol. C'est à la fois provençal et universel. Et on reviendra, bien sûr, tout au long de cette rencontre, donc autour de ces deux choses qui paraissent antinomiques et qui pourtant sont la clé certainement de l'œuvre de Marcel Pagnol. Voilà, alors avec moi bien sûr, surtout avec eux, donc pour cette rencontre autour de Marcel Pagnol, d'abord Karine Anne, voilà, que je vais présenter après. Bonjour. Voilà, certains connaissent déjà Karine, et puis Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel Pagnol, notamment. Alors, je vais présenter quand même Karine, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc Karine Anne, c'est une écrivaine, c'est une femme de télévision aussi. Et Karine Anne est une des grandes, je dirais, spécialistes de Marcel Pagnol, auxquelles elle a consacré des études universitaires. Marcel Pagnol, un autre regard que vous avez là, aux éditions Le Rocher, fait autorité. Son analyse de l'œuvre et de l'écriture de Pagnol est incomparable. Karine est aussi une autrice de romans historiques. Vous les trouverez bien évidemment au Salon du Livre, donc de romans historiques à succès, consacrés à de grandes figures féminines de l'histoire de France. Althea ou La colère de roi, ça a été le premier chez Robert Laffont, suivi par Les Venins de la cour au Rocher, Reine des Lumières, L'Hélice pourpre, c'est en poche je crois maintenant aussi, hein, voilà. Alors, Karine a également signé un roman plus personnel qui s'appelle Murphy ne meurt jamais. Je ne sais pas si on l'a pas pu l'avoir. Bon, d'accord. Et un beau livre, passionnément Gainsbourg, qui est aussi une étude stylistique, hein, je dirais, de Gainsbourg. Peut-être tu nous en diras un mot. Voilà. À Gémenos, elle vient présenter son dernier roman, L'audace de la liberté, qui s'attache à Olympe de Gouges et aux droits de la femme. Et c'est donc au Rocher aussi. Vous la retrouverez en rencontre. On en reparlera donc à l'issue de cette rencontre. Nicolas Pagnol, président du salon. Monsieur le Président. Mais je vous en prie. Voilà. Mon père racontait toujours une blague qui était celle-ci. Comment il y a donc des gens, c'était à l'époque où nous n'avions pas les portables, bien évidemment, et donc c'est une soirée où il y a plein de monde, et donc un monsieur arrive et dit on demande Monsieur le Président au téléphone, et à ce moment-là toute la salle se vide parce que tout le monde était président de quelque chose. Dans la présidence du salon. Alors, petit-fils de Marcel Pagnol, dirige depuis plusieurs années maintenant toutes les affaires Pagnol. On doit à Nicolas la restauration des films de son grand-père. Il nous en dira un mot parce que ça c'est colossal. C'est colossal et ça sauve ce patrimoine-là. Voilà. On lui doit aussi, alors là je dirais comment la création de l'œuvre de Pagnol en BD. Hein. Et ça, c'est un énorme succès de librairie, même si je reconnais, je n'avais pas été, moi, convaincue au départ de cette entreprise, mais qui est formidable pour les jeunes, et la transmission. Tu nous en diras aussi un mot après. On lui doit aussi l'édition de Marcel Pagnol, il est là, l'album d'une vie. C'est un album magnifique, avec des photos personnelles, des photos de tournage, et qui, je crois, raconte de façon vraiment intime donc la vie de Pagnol avec ses actrices aussi, ses acteurs, etc. On lui doit aussi, et ça c'est chez Flammarion, on lui doit aussi, et ça c'est merveilleux, c'est la publication des 2 volumes de correspondances. Les correspondances intimes et littéraires, je te souhaite beaucoup d'ennemis comme moi. Et aussi, j'ai écrit Le rôle de ta vie, consacré aux échanges avec Rému, Cocteau, Fernandel, enfin tous les grands
bien évidemment, à la fois écrivain et aussi acteur, cinéaste, voilà. Et c'est toujours chez Robert Laffont. Enfin, il y a un petit bouquin qu'on n'a pas là, mais que je vous recommande, qui s'appelle donc Paroles, sagesse et beau d'esprit, qui rassemble donc les citations, extraits ou scènes d'anthologie qui émaillent l'œuvre de l'académicien. Et je crois que tout à l'heure, peut-être, Karine nous dira, comme elle le fait parfois, en disant, moi, j'ai une phrase qui m'accompagne de Pagnol, qui m'accompagne tous les jours et presque pour chaque moment de ma vie. Mais j'en ai trop. Elle en a trop. Ben voilà, alors on aura le temps. Bon, voilà. Bon, alors, je vais commencer par 2 questions. Et après, bien évidemment, vous n'avez pas besoin de moi pour parler de Pagnol, ni l'un ni l'autre. Comment? Elle va d'abord s'adresser à Karine. Voilà. Tu es en 3e cycle universitaire à la Sorbonne. Tu n'as pas d'attache avec la France, a priori. Hein. Pourquoi choisir Marcel Pagnol comme sujet d'études littéraires? Vaste question, vous avez 2 heures. Alors, en fait, moi, j'ai rencontré Marcel Pagnol, j'avais 7 ans, et on m'a offert un gros livre en relié cuir à tranches dorées, très beau. Et c'était les dialogues de la fille du puisatier, la femme du boulanger, le Sputz et le rosier de Madame Husson, avec un album photo à la fin du livre. Et alors là, je vais reprendre la phrase de Pagnol quand il est arrivé dans les collines. J'ai senti naître un amour qui devait durer toute ma vie. J'ai été éblouie. D'abord, j'ai beaucoup ri. Et après, j'ai demandé à mes parents de m'acheter tous les autres livres. Et quand je suis arrivée à la Sorbonne, j'étais donc en licence, j'étais plutôt dans un cursus justement sur les droits des femmes. Et je suis arrivée à l'UFR en présentant un sujet qui était la figure de la femme alors c'était Au bonheur des dames de Zola, Une vie de Maupassant, Béatrix de Balzac. Et je suis rentrée, le prof me dit bah, écoutez, oui, c'est très très bien, je vois bien Maupassant. Bon, écoutez, faites-moi donc la condition féminine chez Maupassant. Donc je suis sortie dans le couloir et je me suis dit oui, tout à fait. Donc en fait, du coup, les bouquins que je voulais étudier, je les étudie pas. La figure de la femme, c'est pas la condition féminine, donc c'est super, je pars sur des années d'études sur un sujet qui ne me parle pas du tout. Et il se trouve, et là je lui rends hommage parce que c'était une merveille de femme, Madame Ambrière, qui était ma marraine de thèse. Et je suis arrivée, elle me connaissait donc depuis mon DUG, ça faisait 3 ans. Et je m'assois devant elle et elle me dit bon alors où est-ce qu'on en est? Je lui dis j'ai lu l'intégrale de Maupassant, j'ai noté les occurrences. Elle me regarde, elle me dit mais attendez, vous que je connais passionné, qu'est-ce qui se passe? Et je lui raconte, je dis écoutez, je vais vous dire ce qui s'est passé. Voilà, je suis dans un sujet qui n'était pas celui que je souhaitais faire au départ. Et elle me regarde, elle me dit si vraiment là, je pouvais vous donner le sujet qui vous plaît, ça serait quoi? Et là, j'étais pas du tout là-dedans. Enfin, j'étais vraiment, je suis 19e lycéenne de formation, donc j'étais pas du tout là-dedans. Et je me suis dit, c'est peut-être ma chance. J'ai dit, vous voulez vraiment que je sois très honnête? Moi, j'ai envie de travailler sur Marcel Pagnol. Et là, il y avait déjà 4 mois de passé. Elle m'a dit, allez-y, je sais que vous travaillez vite, je vous couvre. Waouh, oui. Et je me revois sur le boulevard Saint-Michel. Je marchais à 1 mètre au-dessus du sol. À l'époque, il n'y avait pas de portable. J'ai téléphoné à mes parents. Mais devine, ma mère au bout du film, elle dit, devine, oui, devine quoi? Mais je fais Pagnol. Et donc j'ai fait L'amour dans l'œuvre de Pagnol en maîtrise, Humour et poésie en DEA, et en doctorat je suis partie sur tout ce qui était figure de style, l'écriture, voilà. Donc, et Madame Ambrière m'avait toujours dit, il faudra vraiment que vous fassiez un livre de vulgarisation dans le sens noble du terme. Elle m'a dit, vous avez... Donc j'ai demandé déjà une dérogation pour faire 250 pages en maîtrise au lieu de 100. Et elle m'a dit, bon là, je crois vraiment qu'il faut aller faire un livre parce que je sens que... Et, bon, j'ai été appelée par TF1 sur les émissions littéraires, donc j'ai laissé ça de côté. Et j'ai fait d'ailleurs avec Florise, on était allé
les actes Taloir, là, je ne sais plus quoi, tu te souviens, à Toulouse. Ah oui, oui. Oui, Il y a voilà. des, Alors, on a fait plein de choses, et à la fin, à chaque fois, les gens me disaient, mais vous avez fait un livre là de tout ce que vous avez dit et j'avais un peu le côté mauvais élève, de me dire, bon, quand même, il faudrait que je le fasse, Et voilà, et il y a quelque chose par contre qui est très triste, mais bon, c'est la vie. Toute ma vie, en fait, je suis restée proche de Madame Ambrière, je continuais de la voir, et elle continue de me dire, et alors le pagnol, et alors le pagnol. Et quand je l'ai fait, je ne lui ai pas dit. C'est la première fois que je ne lui ai pas dit, parce que je me suis dit, elle va le recevoir un jour, et elle l'aura au courrier. Et donc, je le lui ai envoyé par le service de presse. Et d'habitude, elle me répondait toujours, immédiatement. J'ai lu votre livre, alors voilà ce que j'en ai pensé. Et là, rien. Je me suis dit, c'est bizarre. Et en fait, malheureusement, elle a fait un AVC le jour où j'ai signé le bon à tirer. Et elle est partie dans un monde où il n'y avait plus de livres, en fait. Donc, elle ne l'a jamais lu. Mais c'est vraiment un livre qui est cher à mon cœur pour tout un tas de raisons, dont celle-là. Voilà. Alors, Nicolas, comment vit-on le fait d'être le petit-fils de Marcel Pagnol? Cette question qu'on ne m'a jamais posée. Comment vit-on? Déjà, on est avec quelque chose de tout à fait normal. On a tous un grand-père, une grand-mère, parce que je suis aussi le petit-fils de Jacqueline Pagnol, de Manon des Sources. Donc ça n'a jamais été un réel sujet pour moi, plus pour les autres en fait. Notamment à l'école, les professeurs avaient de très très grandes attentes en ce qui me concernait, les pauvres. Et ensuite, bon, oui, j'ai découvert l'œuvre de mon grand-père comme tout un chacun, les dictées sur la gloire de mon père, les études de texte sur le château de ma mère. Je crois qu'en troisième, j'ai dû étudier Topaz. Alors bien évidemment, j'avais déjà tout lu, parce qu'à la maison, c'était un passage obligé. Hein. À 13 ans, j'avais lu toute l'œuvre de mon grand-père, j'avais vu tous ses films, mais il était très peu question de Marcel et de son œuvre lors des repas familiaux. Quoi, hein. On vit le présent, en définitive, hein. On ne vit pas dans le passé. Mon grand-père est déjà décédé, parce qu'on s'est croisés. Hein. Je suis né en 73, il est décédé en 74. Ensuite, le début de la vie professionnelle. Alors oui, le cinéma, tout de suite, mais ça n'avait rien à voir avec lui. C'est juste que mon père est un grand cinéphile qui m'a donné le goût pour le cinéma classique, pour le cinéma d'une manière générale. Ma grand-mère, c'est Jacqueline Pagnol, c'est une grande comédienne, donc je connaissais Alain Poiret, je connaissais beaucoup de comédiens et de comédiennes, mais j'habitais à Nice, donc j'étais loin de tout ce milieu. Donc à 25 ans, je me suis dit, tiens, je vais monter à Paris. Et j'ai commencé ma carrière d'assistant réalisateur, mais j'avais absolument pas en tête de m'occuper de quoi que ce soit pour la famille, pour mon grand-père. Je traçais mon propre chemin. Je ne veux pas dire par là qu'aujourd'hui je ne trace pas, mais je trace pour lui. Là, je traçais pour moi à l'époque. Et comment cela s'est-il passé? Simplement Pagnol arrivant sur un tournage, ayant été parachuté par le producteur, qui n'était autre qu'Alain Poiret, un très bon ami de la famille. Bon, j'étais assez mal accueilli par les équipes, parce que beaucoup de ces personnes avaient dû batailler dur dans leur vie pour se faire une place au soleil, en tout cas une place sur un tournage. Donc j'étais un petit peu le malvenu. Qui plus est, j'étais provençal. Je me rappelle, le premier jour, je suis arrivé sur un film, j'avise les machinaux, alors je venais de ma province, je ne savais absolument pas comment tout ça fonctionnait, et je sympathise avec les machinaux, et je vois arriver un type en costume qui me dit David Arthur, c'était le fils de José Arthur, très parisien, très rive gauche, qui me regarde, et je lui fais Nicolas Pagnol, je lui tends la main, il me la refuse, et il me dit je savais bien que ça sentait le fromage de chèvre. Et ce à quoi, j'ai répondu, j'avais bien senti l'odeur des poubelles. Mais tout ça pour vous dire que oui, ça peut être un peu tendu quand on s'appelle Pagnol parfois. Premièrement parce que
les gens pensent que vous avez trop de facilité dans la vie grâce à votre famille, grâce à l'entre-gens de votre famille, et d'un autre côté, parce que vous êtes provençal, et que pour certaines personnes, la Provence, ça sent un peu trop l'ail. Voilà. Mais bon, ça ne m'a jamais découragé. Puis après, j'ai fait mon travail, j'ai été accepté, j'ai commencé ma carrière, j'ai été assistant réalisateur pendant 8 ans. Je travaillais avec des gens passionnants. Et est arrivé le moment où la personne qui s'occupait des affaires familiales, qui était une cousine, ce sont des sociétés vraiment détenues entièrement par la famille, partait à la retraite. Et ma grand-mère m'a gentiment demandé... missionner. Ouais, plutôt missionner, oui, pour reprendre les affaires familiales, sinon on allait tout vendre. Donc j'ai dit d'accord, j'y connaissais absolument rien. Et encore une fois, là, je me suis retrouvé face à des gens qui connaissent très bien les affaires. Et je crois que pour ceux d'entre vous qui connaissent Topaz, vous allez tout de suite comprendre de quoi je vais vous parler. Et moi, je me suis retrouvé le petit-fils d'eux, qui reprenait les affaires. Et encore aujourd'hui, à l'âge de 50 ans, j'ai l'honneur de vous dire que je suis un enfant dans les yeux de ces gens-là, parce que c'est le petit-fils Pagnol. Donc on peut faire tout et n'importe quoi. Il ne comprendra pas, il est vert encore. Non, j'ai le petit-fils Pagnol à 50 ans aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est encore un autre aspect. Alors heureusement, je suis entouré de gens de confiance, de conseils de confiance. J'en vois un aujourd'hui dans la salle, mais je ne dirai pas qui c'est. Qui se dénonce, oui, c'est ça. Et voilà, donc je serai toujours, toute ma vie, quoi que je fasse, quels que soient les projets que je puisse porter, avec talent ou non, on ne peut pas tout réussir, mais je serai toujours dans les yeux des autres, un gosse. Je suis le petit-fils de Marcel Pagnol. Écoutez, c'est la jeunesse éternelle, j'adore. Merci Nicolas. Bon, on va revenir à ce titre donc de rencontre, donc provençal et universel. C'est vaste, mais comment, Karine, quand on a commencé à préparer le musée Marcel Pagnol et qui va se faire à Allô, et dont je salue la directrice culturelle ici, Jacqueline Fabre, l'élu de la culture. Donc on a fait un comité autour de Nicolas pour réfléchir à comment on allait organiser ce musée, etc. Et tu nous as parlé notamment dans cette réunion de cette Provence sublimée de Pagnol. Tu peux développer un peu ou... Oui, alors par quel bout on va prendre ça? Oui, je vais repartir de ton titre. En fait, le titre de cette rencontre, c'est Pagnol universel et... Provençal et universel. Provençal et universel, voilà. Alors ça, c'est quelque chose, effectivement, tu as dit, c'est la clé, c'est une des clés d'entrée de l'œuvre de Pagnol. C'est-à-dire que il est à la fois régional, puisque provençal, et effectivement universel. C'est-à-dire que dans son œuvre, on va avoir un microcosme, un petit village, des gens qu'on va apprendre à connaître, mais qui va être à l'image du macrocosme. Pourquoi? Parce que les sentiments que Pagnol va exalter tout au long de son œuvre sont des sentiments profondément humains. On est tous des Césars. On n'a tous pas envie de voir partir naviguer nos enfants sur des mers démontées. On a tous en nous les sentiments que Pagnol va développer. Je ne sais pas si vous avez vu récemment le film d'Agnès Jaoui, le cours de la vie. Et elle explique, c'était une masterclass sur, justement, vous l'avez vu, un très beau film, et elle explique justement qu'un personnage doit être à la fois universel et unique. Et chez Pagnol, c'est exactement ça. C'est-à-dire que comme Flaubert avec Madame Bovary, il arrive presque à des archétypes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, César, c'est un archétype. Ce père qui ne veut pas voir partir son enfant, cette espèce de colère qui monte en lui. Voilà, il y a quelque chose d'archétypique chez lui. Mais en même temps, c'est aussi le père
de tous les continents, c'est le père de tous les pays, c'est le père, il est à la fois ni ancré dans l'espace, ni ancré dans le temps, puisqu'en fait, les sentiments qu'il éprouve et qu'il manifeste sont ceux de toujours et de partout. Et ça, c'est une des grandes forces de l'œuvre de Pagnol. Alors, ce qui est important aussi, c'est que la Provence, c'est aussi ce qui est probablement à l'origine de sa création. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dialectique permanente entre Pagnol et la Provence. C'est-à-dire qu'il interagit sur la Provence, il la décrit et la Provence le nourrit. Il a une très jolie phrase quand il est monté à Paris. Il a dit, c'est l'absence souvent qui nous révèle nos amours. Je ne savais pas que j'aimais autant Marseille. Donc Marseille, évidemment, c'est pas la Provence, mais à partir du moment où il commence d'avoir cette nostalgie en lui, il va écrire la pièce, la trilogie. C'est la nostalgie, en fait, chez Pagnol. Son ressort, c'est ça. Les souvenirs d'enfance, c'est la nostalgie qui va l'amener à les écrire. Et on le voit dans les souvenirs d'enfance, justement. J'arrive donc à ce que tu m'as demandé. C'est une Provence sublimée. C'est-à-dire que chez Pagnol, on a l'impression qu'on est dans une espèce de quotidienneté qui nous enveloppe comme ça, qui nous berce. Et puis quand on regarde des choses un peu plus près, on se rend compte qu'il y a un énorme travail sur l'espace et un énorme travail sur le temps. Alors, je ne vais pas être trop longue, mais je continue. Alors, le travail sur l'espace, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous mettez Pagnol, je vous montre juste une phrase, parce que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être... tenir le micro. Voilà Pagnol qui parle donc, il est dans les collines, et voilà ce qu'il va en dire. Il décrit Chantepierre, qui est donc un rocher percé dans lequel s'engouffre le vent. Lorsque soufflait le vent des demoiselles, alors c'était vraiment de la musique. On entendait des chœurs de dames habillées comme des marquises, qui se faisaient des révérences. Ensuite, une flûte de verre, une flûte fine et pointue, accompagnait là-haut dans les nuages la voix d'une petite fille qui chantait au bord d'un ruisseau. Et un peu plus loin, il vous parle de son petit ami Lily, et il dit « Mon cher Lily ne voyait rien. Et quand la petite fille chantait, il croyait que c'était une grive. Mais ce n'était pas de sa faute si son oreille était aveugle. » Et en fait, voilà, c'est-à-dire que lui, dans cette Provence magnifique, il voit déjà tout un tas de choses. Il est ce poète qui va s'appuyer sur cette espèce sur cet imaginaire, ce topos finalement, qui va devenir un topos littéraire. C'est cette Provence personnifiée, c'est-à-dire que les cadres pleurent de la résine, on nous parle de la mer cuivrée des cigales. Il a une Provence qui finalement n'appartient qu'à lui. Parce que nous, j'allais dire pauvres créatures, quand on va dans les collines, on ne voit pas tout ça. Il a ce côté initié, on retrouve cette idée-là chez Hugo, on retrouve cette idée-là chez Baudelaire. Le poète est un initié aux grandes arcanes du monde. Hugo dit qu'il passe en paix au sein d'un monde qui ignore l'auguste infortuné que son âme dévore. Il est celui qui est connecté au mystère du monde, celui qui va justement voir la poésie derrière un arbre, derrière une source qui pleure sur la mousse. Pagnol se nourrit de cette Provence. Et c'est cette Provence-là qui va le faire universel. Et il y a donc ce travail sur l'espace et ce travail sur le temps. Et je termine après parce que vous avez tombé de vos chaises. Voilà. Le travail sur le temps, c'est que quand vous lisez les souvenirs d'enfance, vous avez la sensation qu'en réalité, un été s'est passé. Il nous décrit des grandes vacances. Et quand vous vous penchez vraiment sur le texte, vous vous rendez compte que pas du tout. C'est-à-dire qu'il va décrire plusieurs rentrées. On va avoir cette fameuse phrase dans le château de ma mère où il évoque ses chères ombres et où il parle de sa mère en disant elle ne savait pas qu'elle était chez son fils. Donc là, on fait un bond dans le temps, on est dans les studios Marcel Pagnol et le château de la Busine qui a été acheté. En fait, il y a un traitement sur le temps qui est complètement différent de la première impression qu'on va avoir. Et Proust faisait ça très bien aussi, c'est-à-dire que vous avez une soirée à l'opéra qui est décrite, il vous décrit l'opéra comme une grotte sous-marine, enfin les images sont magnifiques, sur une 50aine de pages, et puis vous passez 20 ans en 2 lignes. Mais vous ne vous rendez pas compte de ça, parce que vous êtes emporté par l'écriture. Et chez Pagnol, il y a effectivement ce travail, et sur l'espace, et sur le temps, qui prend son point d'ancrage, qui est objectivé par la Provence,
mais qui va finalement l'amener à l'universalité. C'est un travail d'écriture absolument prodigieux, et d'autant plus prodigieux que c'est sous une apparente simplicité. Voilà, j'étais un peu long. Pour rebondir, avant de repasser la parole à Nicolas, cette question du temps, la première fois que j'ai rencontré, j'ai déjà raconté cette histoire, cette anecdote, je rencontre Karine il y a, on va dire, on a été quelques années, bref. Donc à Paris, on me dit, tu sais, il y a une jeune femme qui fait des études universitaires à la Sorbonne sur Pagnol. Quoi ? Je dis, je vais la rencontrer. Nous étions dans les années 90, on était en train de créer le prix Marcel Pagnol. Donc, je la rencontre, j'arrive au déjeuner. Moi, Pagnol, je suis tombée dedans toute petite, donc je sais tout. J'arrive forte dedans. Et on commence à discuter. Et petit à petit, Karine commence à me parler, Steve. Elle me parle surtout de ce temps, donc de cette étude du temps que tu avais menée et qui montre cette recréation complète de celle de l'écrivain, des souvenirs d'enfance. Non, il ne raconte pas ses souvenirs d'enfance comme nous on pourrait le faire. Et là, je me souviens, j'avais la fourchette en l'air. Je me disais, mais bon Dieu, mais moi je me suis jamais rendu compte de ça. Donc voilà, ça c'est tout le travail, je dirais, de l'analyse stylistique et littéraire, passionnante et pas du tout complexe, que mène donc Karine dans son livre. Même question, même punition, monsieur Pagnol. Comment provençal et universel, ça vous inspire Ah oui, ça m'inspire beaucoup de choses. Enfin, je serais beaucoup moins talentueux que Karine pour en parler. Provençal, universel, tout de suite, je pense à cette citation de Marcel, hein, universel en latin en restant chez soi. Ou encore celle-ci, soyez vous-même, c'est votre seule chance d'être unique. Marcel, il a parlé de lui, il a parlé de ce qu'il aimait, il a parlé de sa terre, il a parlé de son enfance, il a parlé d'un monde qui disparaissait. Alors là, je te rejoins totalement. Il y a une nostalgie chez Marcel. Il ne faut pas oublier, il assiste, en tout cas, il a assisté à l'exode rural, à la fin du monde paysan, à l'hyper-industrialisation. Et il sait que tout ce monde qu'il a connu, tout ce paradis qu'il a connu étant enfant, n'existera plus jamais. Ensuite, il parle de ce qui nous rassemble tous, les hommes. Donc en cela aussi, alors provençal, pas provençal, la question se pose même plus. La Provence, c'est le théâtre où évoluent ses personnages et ses intrigues, et qui donne une couleur à son œuvre, qui fait qu'elle s'enracine. Mais les vraies racines de la littérature et du cinéma de Marcel Pagnol, c'est l'homme. C'est l'être humain dans ce qu'il a de plus essentiel. Je pense à cette grande tirade du rire dans le Spoons. Hein. Le rire n'appartient qu'aux hommes, et peut-être que Dieu leur a donné pour les consoler d'être intelligents. Voilà, c'est ça. Pagnol nous parle de ce que nous avons tous en commun. C'est pour ça que son œuvre parle à toutes les cultures. Hein. Il y a eu des adaptations de Topaz en Chine, en Égypte. Marius Fanny, il y a eu 3 adaptations au Japon, aux États-Unis, Les Marchands de gloire en Russie. Voilà. La Provence. Et combien de traductions ? Et combien de traductions, bien sûr. La Provence n'est que le décorum et le théâtre qui nous plaît à nous, Provençaux, parce qu'on s'y retrouve. On retrouve des traditions, des us et coutumes, et ça ancre cette Provence dans l'éternité. Ensuite, je veux revenir, tu disais, il était éveillé au monde, il connaissait les secrets du monde. Je pense que ça vient que, à mon avis, vu qu'il a eu une éducation très classique, hein, grec, latin, et même s'il était athée, il me plaît à penser qu'il était toujours entouré par les dieux domestiques latins. C'est-à-dire qu'il y avait toujours une notion mystique derrière un arbre, le vent, les nuages. Même si c'était quelqu'un qui était scientifique, il adorait la science, ça ne m'étonnerait pas qu'il se sentait conforté, protégé, entouré
par ces divinités anciennes. On pourrait parler aussi de ces chères ombres. Est-ce que ça fait un tout ça pour moi. Voilà, donc profondément provençal. D'ailleurs, c'est Maurice Druon dans une interview qui disait oui, Pagnol est universel car il est profondément français et profondément provençal, et c'est en cela qu'il est universel. Parce qu'encore une fois, il est unique. Il est unique. Il nous a montré sa typicité en tant qu'artiste. Et c'est bien ça qu'on cherche chez un artiste, c'est sa vision du monde. Alors il l'a donné dans la littérature à la fin de sa vie, mais il l'a donné bien avant au cinéma. Qui aurait parié sur des films qui se passent dans l'arrière-pays marseillais, des histoires de paysans, de filles-mères qui duraient 2h30, avec des comédiens qui avaient un accent. Personne à l'époque aurait parié là-dessus. C'est justement, parce que c'est une autre histoire, mais c'est parce qu'il était indépendant, qu'il était son propre producteur, son propre réalisateur, auteur, qu'il avait ses studios, ses laboratoires, tout ça, qu'il a pu le faire. Il a toujours couru après cette liberté qui lui a permis d'imposer sa vision du monde, de mettre la loupe sur ces moments, ces sensations, ces sentiments que lui voyait et peut-être les autres ne voyaient pas. Une chose peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il y a chez Pagnol pour moi une forme de grâce, parce que il y a une bienveillance. Je ne vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave. On compare par exemple Giono et Pagnol assez régulièrement, et même moi à la Sorbonne, quand je disais je veux faire Pagnol, je disais attendez, si vous voulez faire les Pays du Soleil, faites Giono. Et justement, ce sont tous deux des écrivains, de très grands écrivains, tous les deux, qui ont exalté la Provence. Alors la Provence de Giono, elle est un petit peu plus au nord, c'est pas tout à fait la même, mais c'est aussi une terre qui nourrit son œuvre. Mais chez Giono, il y a une espèce de noirceur. C'est quelqu'un qui est à la fois fasciné par la création, et extraordinairement en colère vis-à-vis des créatures, en réalité. Et il n'y a pas chez Giono cette bienveillance qu'il y a chez Pagnol. Et on le voit, tu viens de parler de la fille-mère, voilà. Prenons Angèle, par exemple. Angèle, alors il y a chez les deux écrivains cette opposition ville-campagne, avec la ville qui est perçue comme la perdition, comme le mal, cette opposition, un peu cette dualité. Mais chez Pagnol, les filles-mères, celles qu'on appelait les filles-mères, c'est la fille du puisatier, c'est Fanny. Il y a quand même autour d'elle de l'amour, les parents continuent de les aimer, etc. Angèle, j'allais dire, on touche le fond. Elle est enfermée dans la cave avec son enfant. En plus, elle est partie avec cet homme qu'elle aimait et qui a fini par la prostituer. Donc, avec Giono, on est vraiment, j'allais dire, on descend tout le temps dans la noirceur, dans le soleil de la Provence de Pagnol, il est rond et bien brillant. Alors, bien sûr, c'est le pays de la soif, mais il y a une sorte de bienveillance chez Pagnol qui nomme son œuvre d'une certaine forme de grâce et une accessibilité aussi dans le style qui a fait qu'aujourd'hui, Giono, et je ne les mets pas en compétition en termes de talent, comprenez-moi bien, mais qui fait qu'aujourd'hui, Giono est demeuré un écrivain régionaliste, tandis que Pagnol, en effet, est passé à l'universalité. Et quand on regarde les gionesques, donc ce qu'on appelle les gionesques, ce sont donc les films qui sont tirés des œuvres de Giono. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous faites un test, un radio-trottoir, vous dites la femme du boulanger, on vous dit Pagnol. Personne ne sait que ça vient d'une nouvelle, Jean Le Bleu, de Giono. On a oublié. Et c'est certainement, de mon point de vue, ce qui a été à l'origine aussi un peu de leur fâcherie, parce qu'il était un peu difficile pour Giono de reconnaître que finalement, on passait, j'allais dire, au grand public et à l'universalité et au grand succès quand on passait par Pagnol. Alors oui. Il y a tout de même une grande différence, à mon avis, entre l'œuvre de Giono et l'œuvre de Pagnol. Tu dis, chez Pagnol, c'est aussi la ville contre la campagne. Pas tout à fait. Hormis dans ces adaptations de Giono, où effectivement c'est la ville contre la campagne,
dans le reste de l'œuvre de Marcel Pagnol, je trouve qu'on est plus sur un combat entre classes sociales, que ce soit dans La fille du puisatier ou dans Marius, Fanny, César, où ce combat est beaucoup plus bonhomme que dans La fille du puisatier, voire même encore dans Manon des Sources, entre Papet, le soubéran, qui a des jarres d'or cachés, et le reste de la plèbe. Je prends comme exemple, par exemple, la fameuse tirade de Rémus dans La fille du puisatier, lorsqu'il va voir Charpin, le notable, le quincaillier, qui a réussi, et qui lui dit je sais maintenant qu'il faut se méfier des gens qui vendent des outils et ne s'en servent pas. Ça représente quand même la ville, Mazel. Et en cela, on se rapproche de Topaz aussi, on se rapproche de jazz. C'est une probité. Marcel Pagnol, je pense, défend la probité, mais crée aussi toujours des tensions très légères, parce que Marcel aime les hommes, il pardonne les défauts des hommes, mais toujours des tensions plutôt basées sur les classes sociales que sur de la provenance géographique. Voilà pour moi la grande différence entre Giono et Pagnol. Il y a quand même une opposition. Et l'opposition de style est évidente. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait le succès des films de Pagnol adaptés de Giono? C'est qu'il n'y a pas un seul dialogue de Giono. Tous les dialogues sont réécrits par Marcel. Il y a guère, je crois, peut-être dans Regain. Marcel a très très peu touché au texte de Giono. Mais sinon, la femme du boulanger, d'ailleurs, la réelle histoire, c'est Pagnol qui l'écrit dans la préface, c'est qu'il écrit ce film et il dit, mais ça ressemble furieusement à l'histoire de Jean. Donc il va demander les droits à Jean pour pouvoir s'adouber sur son livre. Mais on ne reconnaît absolument pas le style Giono dans les films de Pagnol. C'est pour ça qu'il y a eu, je pense aussi, une brouille entre les deux. C'est parce que Giono a dit, ce gars-là fait des pantalonnades avec mes drames. Et donc les deux, se sont un petit peu... Oui, il a dit, il a pagnolisé mon œuvre. Oui. Et que tous les films qu'on fait Giono par ailleurs... Oui, mais alors, il y a aussi une confusion entre Pagnol et Giono. Il y a une mésentente dans l'analyse qu'on peut en faire. Pour moi, Pagnol, comparé à Giono, est un petit romancier. Pagnol n'a fait que 2 romans. Manon des Sources, Jean de Florette. Giono n'a fait combien des romans? Mais Pagnol, vis-à-vis de Giono, est un très grand cinéaste. Je ne parle pas de la qualité, je parle de la production. Pagnol a fait 22 films, qui ont eu des succès. Giono en a fait 2, ça a été une catastrophe. Et puis Pagnol est aussi un monstre du théâtre. Giono, au théâtre, n'a jamais rien fait. Oui, Giono est un romancier, Pagnol est un créateur multifacette qui a brillé dans tout ce qu'il a, dans tout ce qu'il a fait. Donc oui, bien sûr. Donc, non, mais c'est très difficile en définitive de les comparer, parce que le moyen d'expression modifie aussi le style et la façon dont tu présentes les choses. Voilà, donc moi, je me refuse toujours à comparer Giono à Pagnol. En revanche, on peut comparer ces 2 Provences. Ah, mais c'est ce que j'ai dit, déjà, oui, ce sont les Alpes de Haute-Provence, déjà, c'est sur les Alpes de Haute-Provence, et puis de l'autre côté, c'est le bassin méditerranéen, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, la frange littorale de Méditerranée, effectivement, ce ne sont absolument pas les mêmes cultures, d'ailleurs. Tout le monde ici le sait. Mais Giono est étiqueté comme écrivain régionaliste, ce que n'est pas Pagnol. Je vous le conseille. Alors, est-ce qu'on aborde peut-être maintenant Pagnol et les femmes? Oui, on peut en parler longtemps. Pagnol et les femmes, parce que c'est quand même à la fois dans son œuvre et dans sa vie, je dirais, les femmes tiennent une place très importante, toujours, on reprend le terme, assez sublimée. Voilà, je vous lance là-dessus. Bien volontiers. Karine? Alors, les femmes, on va déjà tordre tout de suite le cou à certains courants qui commencent de nous expliquer que l'œuvre de Pagnol est misogyne puisqu'elle met en scène les filles mères. Voilà, mettre en scène quelque chose, ça n'est pas ni le valider, ni estimer que c'est quelque chose de formidable. Il est simplement le témoin d'une époque où, en effet, quand une jeune femme tombait enceinte sans être mariée, c'était tout bonnement une catastrophe. Donc voilà. Mais quand on regarde son œuvre de ce point de vue-là, par cette lorgnette-là, oui, on se rend compte justement de son extraordinaire modernité. Parce qu'en réalité, non seulement Pagnol ne les condamne pas, ces femmes,
mais c'est elles qui sont porteuses de l'honneur. Et ça, c'est quelque chose à côté duquel il ne faut absolument pas passer. Quand dans la trilogie, Honorine dit à Fanny, eh ben, tu as qu'à faire signer ton enfant par Panis, puisqu'il veut t'épouser, eh ben, qu'il t'épouse, et voilà, et on sera bien content. Et Fanny lui dit, elle lui explique, elle lui dit, mais je ne peux pas faire une chose pareille, mais il serait là, le vrai déshonneur. Et cette phrase-là, elle dit tout. C'est-à-dire qu'en réalité, on essaye de dire que cette jeune fille est déshonorée parce qu'elle a fait l'amour avec un homme qu'elle aimait. Où est le déshonneur? A l'air de nous dire Pagnol. Et par contre, on essaye là de faire endosser par des espèces de magouilles, voilà. Et le vrai déshonneur est là. Donc en réalité, elle est justement porteuse. Fanny, qui est censée être celle qui a fauté, elle va être porteuse justement de cet honneur qui va faire défaut autour d'elle. Donc Pagnol est tout sauf misogyne dans ses œuvres. Oui, et qui plus est, à chaque fois, la résolution de chacune de ces œuvres où il est question de fille-mère, eh bien c'est la société qui change. Mais la fille, elle a eu son enfant, elle a toujours sa fierté, et c'est la société qui met un genou à terre et qui l'accepte. Et donc c'est l'amour qui fait changer la société. Notamment dans La fille du puisatier. Dans Fanny, c'est un petit peu différent, parce que c'est un peu plus tendu quand même. Oui. Ou dans Angèle. Enfin voilà. La femme a vraiment une place charnière dans l'œuvre de Pagnol. Mais d'ailleurs, je m'excuse de t'interrompre de ce que tu viens de dire. Elle le dit, Fanny, à la fin. Elle dit, mais sans ma mère, sans vous, sans les vieux que vous êtes, je serais heureuse depuis 20 ans. C'est une façon de dire... Cette société doit évoluer. C'est pas possible de plomber la vie de quelqu'un pendant 20 ans sous prétexte de... Voilà. Donc tu as tout à fait raison de le dire, effectivement. Et on peut faire un parallèle avec la vie privée de Pagnol. Je te laisse faire. Je me permets de le faire. C'est un peu plus trivial. Mais Pagnol n'était pas quelqu'un qui habitait dans un vieux mât avec sa femme qui le servait à table. C'est quelqu'un qui a eu plusieurs femmes dans sa vie, qui a été très amoureux, qui a changé de femme, qui a eu des enfants avec plusieurs femmes, qui a tous reconnu, bien sûr. Donc, il reconnaissait à la femme ce droit à la liberté. Il a toujours entretenu, par la suite d'ailleurs, des relations très chaleureuses avec toutes ses ex-compagnes. Donc, c'est absolument pas cet homme habillé de velours côtelé, en pleine tradition patriarcale, comme on dirait aujourd'hui, qui se fait servir par sa femme debout derrière lui. Non, c'était un homme très moderne des années 20. Moi, la manière dont j'imagine mon grand-père, c'est Marcel Pagnol, en 1928, dans le Paris des années folles. Voilà, il va rencontrer Orane de Mazis, donc il va quitter sa première femme, c'est une jeune comédienne qui est charmante, voilà. Et puis après, avec Orane, ça marche pas trop, donc il va rencontrer une jeune danseuse anglaise, Kitty Murphy, qui va lui donner son premier fils, et puis après, ça marche pas trop avec Kitty, donc il va tomber amoureux de sa secrétaire, Yvonne Pouperon, et puis ça va pas, qui va lui donner une fille, puis ça va pas trop marcher, donc il va retourner avec Orane, qui va lui donner un fils, et puis ça va pas trop marcher, donc après, il va aller avec Josette D, mais ça marche pas non plus. Et donc après il rencontre ma grand-mère, ça marche bien. Il est resté avec elle jusqu'à son décès. Donc voilà, oui, on ne peut absolument pas taxer et l'homme et son œuvre de misogyne. C'est impossible, effectivement. Il place les femmes dans des situations très délicates vis-à-vis de la société. Mais à chaque fois, elles s'en sortent et c'est elles qui font changer la société. La preuve en est, c'est Manon, qui est un rôle libre, moderne, cette jeune fille vengeresse qui s'affranchit de tous les codes, qui vit totalement en marge de la société. C'est la zadiste d'aujourd'hui, Manon, d'hier, pardon. On va peut-être se calmer un petit peu. Non, je plaisante. C'était un trait d'humour. C'était un trait d'humour. Mais voilà. Elle met un village à genoux. Oui. Elle met un village à genoux. Les femmes sont toujours très fortes. Il y a la parole des hommes et les actes des femmes chez Marcel. C'est dans son œuvre cinématographique, en tout cas. Voilà.
Et puisqu'on en est là, j'en profite pour dire aussi, parce qu'il a quand même fallu que je finisse par faire un article, je l'avais envoyé dans la revue des Deux Mondes. Ça n'est pas non plus parce qu'il n'y a pas de rôle d'homosexuel que Marcel Pagnol est homophobe. J'ai moi-même une passion. Qui utilise le mot nègre et combiné. Voilà, raciste. voilà. Donc j'ai moi-même une passion pour l'Asie. Je n'ai jamais écrit sur des Asiatiques. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui déteste les Asiatiques. Voilà. Donc on ne peut plus aujourd'hui. On est obligé quand même de faire quelques mises au point parce que maintenant on reproche ce qu'on a dit et ce qu'on n'a pas dit. Donc voilà, donc quand on n'a pas écrit sur quelque chose, ça veut dire que... Donc voilà, on ferme la parenthèse. Moi je voudrais juste ajouter, moi c'est la modernité de Pagnol. Ah oui. La modernité de Pagnol dans La femme du boulanger, hein, quand elle revient, hein, et que donc, bien sûr, cette scène avec la pomponnette, les salopes, etc., c'est maintenant qu'on rentre et tout. Mais avant, tout le village, qui est un peu comme un cœur antique, dit c'est le cocu, tu es cocu, etc. Et qu'est-ce qu'il dit? Amable, c'est ça? Voilà, je vois. Amable, il dit quoi? Il dit c'est pas moi qui suis cocu. Il dit j'ai épousé une femme. La citation, je ne l'ai pas entière, je ne l'ai pas juste, ça me désole. Il dit je suis vieux. Comment? Il revient plusieurs fois. Elle est jeune. Je suis vieux. Elle est Moi, jeune. Et c'est moi qui lui vole sa vie. Donc, c'est pas moi le cocu. Ça, c'est une modernité incroyable, absolument incroyable. Et il y a aussi, c'est dans César, si tu veux, hein, où on dit qui c'est le père? Le père, est-ce que c'est celui qui a fait l'amour et qui a fait l'enfant, qui donne la vie, ou bien est-ce que c'est celui qui élève? Ces kilos de bébés, c'est qui les a produits? Le père, c'est celui qui aime. Voilà. Le père, c'est celui qui aime. Ce petit, tu On vois, quand il est né, il faisait 2,8 kg. Et maintenant, il fait 3,7 kg. Tu vois, ces kilos, il a fallu de l'amour. Et l'amour, c'est léger. Et c'est l'amour, c'est léger. Bon, vous voyez la modernité de Pagnol, moi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est toujours, je dirais, aussi lisible et compréhensible. On passe quand même à la guerre. Hein, parce qu'il circule tellement, on va pas être grossière, mais des imbécilités, des contresens et des mensonges, que ce serait bien de rétablir un peu les choses, Nicolas. Ah oui, moi je veux bien. Allez. La guerre. La guerre. Donc Marcel tourne La fille du puisatier en 1940. La fille du puisatier est une commande du ministère de la propagande de la France, hein, pour tenter de rapprocher la France et l'Italie, pour que l'Italie ne rejoigne pas l'axe avec l'Allemagne. Et donc dans ce film, eh bien, l'Italie ne rentre pas en guerre contre la France, tout finit pour le mieux, dans le meilleur des mondes, et il n'y a pas de souci. Malheureusement, donc le film commence, et malheureusement, il y a la défaite française, hein, donc le film s'arrête, et Marcel le reprend, mais avec des ordres très précis de Vichy, qui lui dit il faut intégrer un sentiment national, patriotique dans ce film. Donc Marcel va intégrer le discours du maréchal Pétain, qui passe à la radio, il y a tout le village qui est réuni autour de ce poste de radio, et tout le monde est effondré. Le film sort en zone libre, où c'est un très grand succès. Il va être censuré en zone occupée, justement à cause de cette scène, qui sera coupée pour pouvoir être distribuée en zone occupée. Ensuite, il a ses studios, parce qu'il faut bien faire la différence. Hein. Marcel Pagnol, artiste, auteur, réalisateur, et Marcel Pagnol, homme d'affaires et capitaine d'industrie, avec des employés, je crois 350 ou 400 employés, à Marseille en zone libre. Donc le studio de la Victorine sont tombés sous la main de la Cinecittà, parce que l'Italie a pris la main sur Nice. En définitive, les studios de Pagnol sont les seuls studios en zone libre. Donc Vichy va lui faire les pieds et les mains pour travailler avec lui. Soyons clairs, en 1940, pratiquement toute la zone libre est pro-Pétain. Tout le monde se dit, le maréchal va sans doute nous sortir de là. Il nous a déjà sauvé la mise en 14-18, il va nous sortir de là.
Bon, Pagnol, de toute façon, ces studios sont réquisitionnés par la marine pour développer, je crois que ça s'appelait La France en marche, c'était des actualités pétainistes. Il y a un film qui est tourné aussi dans ces studios qui s'appelle Français, vous avez la mémoire courte. Alors il est crédité en tant que directeur de production sur ce film, à savoir Pagnol est producteur. Producteur, mais il n'est pas producteur de ce film, il est crédité directeur de production parce qu'il est justement producteur et c'est tourné dans ses studios avec son matériel et c'est réquisitionné. Et ce qui va se passer, c'est que Goebbels, donc le ministre de la propagande nazie allemand, a créé en France, en zone occupée, la Continental Film, qui est une société de production et de surveillance d'organisation du cinéma français. Et son directeur, c'est Alfred Greven, qui est un francophile, qui n'est pas nazi, hein, bon, il travaille pour les nazis, qui est surtout un producteur en mal de reconnaissance en Allemagne, qui s'est vu confier cette tâche gigantesque, qui va vouloir un peu briller, quoi. Il sauvera des juifs, par exemple, Alfred Greven. Enfin, on ne sait pas s'il les sauve ou s'il les utilise, mais en tout cas, ils ne sont pas morts grâce à lui. Et il va venir voir Marcel, et il va lui dire, voilà, bon, je vous connais, vous êtes venu à Berlin en 1931 ou 32, on a fait la 200e ou la 300e de Fanny, voilà, nana, j'adore ce que vous faites, enfin bon, on dit ça comme ça aujourd'hui. Et nous allons reconstruire le cinéma français ensemble. Nous sommes débarrassés des Juifs, nous avons mis la main sur tous les studios, et vous et moi, nous allons reconstruire le cinéma français ensemble. Ah bah Marcel est un peu embêté tout de même. On lui fait, l'Allemagne nazie lui fait une proposition directe. C'est très compliqué de dire non. Donc, il va prétexter tomber en dépression. Il va à Monaco, à l'hôtel de Paris, avec Josette D, il se met là-bas, tranquille, et il se met à écrire le Cinématurgie de Paris et le scénario de La Prière aux Étoiles, qui est un film qu'il veut tourner. C'est un très beau rôle qu'il a écrit pour sa compagne, alors Josette D, dont je vous parlais tout à l'heure. Et Greven va le voir à Monte-Carlo et va lui dire, alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis en dépression et tout, mais vous êtes en dépression. Donc vous comprendrez bien que si vous ne pouvez pas travailler pour nous, vous ne pouvez pas travailler pour vous non plus. Donc exit votre projet de Prière aux Étoiles. Pagnol, d'accord. Et il attend quelques mois, il n'a plus de nouvelles, ni de Vichy, ni de Greven, et il met La Prière aux Étoiles en production. Et il va tourner l'intégralité du film. Il va d'ailleurs même dépêcher son frère, René Pagnol, qui était son directeur de production, à Paris. Il y avait quelques scènes qui se tournent à Paris, pour aller tourner les scènes à Paris. Et il va monter l'intégralité du film. Et Greven, il le savait très bien en fait, mais il disait rien, il attendait que le film soit tourné. Une fois que le film, c'était 3 films d'ailleurs, c'était une trilogie, une fois que les 3 films sont tournés, Greven revient à la charge, et voilà, maintenant que les 3 films sont tournés, vous me donnez vos 3 films en distribution. Je veux la distribution exclusive de vos 3 films. Que va faire Marcel? Il va convoquer tout son personnel, il va détruire ses films à coups de hache devant un huissier, il va appeler Gaumont et il va vendre toute son affaire à Gaumont. Et il va acheter une propriété horticole sur les hauteurs de Nice, où j'ai eu la chance de grandir. Il va vouloir faire des œillets, mais la source est perdue. Ça vous dit quelque chose. Et il va signer surtout, et d'ailleurs j'ai les courriers, il va signer des faux certificats de travailleurs de force à une grande partie de ses employés des studios pour que ceux-ci ne partent pas au service du travail obligatoire en Allemagne. Voilà. Et bon, après, la libération. Voilà, donc c'est en 1942, il se sépare de tout, en fait, quand les Allemands arrivent en zone libre. Et il va attendre la libération. La libération, donc, il va être nommé président de la Société des auteurs-compositeurs dramatiques, en charge, la SACD, en charge de l'épuration. Donc, il devait condamner les auteurs qui auraient travaillé avec l'Allemagne nazie. Donc il y a une grande réunion qui se passe, j'ai visité le bureau, alors il y a des lambris, c'est très impressionnant, voilà, on est dans le sein des saints, quoi. Il y a une grande réunion, beaucoup de sociétaires, enfin en tout cas ceux qui composaient cette commission d'épuration arrivent avec des dossiers sur tel auteur, on veut condamner un tel, on veut condamner un tel, oh là 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 là. Marcel a dit bon, que tous ceux qui ont
étaient dans la résistance ou qui ont sauvé des juifs lèvent la main. Personne n'a levé la main. Il s'est levé, il a dit c'est la première et dernière fois que nous nous réunissons. Et ils n'ont condamné personne. Marcel, je pense, a dû être horrifié, bien sûr par l'occupation, bien sûr par les crimes nazis, mais aussi par l'épuration, par les crimes de Français contre des Français. Alors, qui a été condamné parce qu'il avait collaboré? Qui a été condamné parce qu'il avait mieux réussi dans sa vie que le voisin? Qui a été condamné parce qu'il s'était un peu culbuté la femme du voisin ou de son cousin? On n'en sait rien. Pagnol a dû être terrorisé par ça. Le retour de la terreur, l'échafaud, quoi. Et donc il a voulu tempérer. Donc voilà ce que j'ai à dire sur Pagnol et l'occupation. Je conclurai simplement en disant que tu as exhumé un document magnifique des archives et où en fait on voit la première de couve de Mein Kampf et de sa très belle écriture, Pagnol a marqué dessus quelqu'un. Voilà. Et je tiens à vous dire ici que l'antisémitisme, la lutte contre l'antisémitisme est vraiment le combat de ma vie. Ça fait 30 ans que je me bagarre là-dessus. Tu me suis sur Twitter, tu dois voir à quel point effectivement je... Très énervé. Oui. Et que voilà, j'ai travaillé sur cet auteur pendant 8 ans. S'il y avait le quart du tiers du début d'un soupçon de collaboration ou en tout cas de comportement douteux pendant cette période-là, j'aurais tourné les talons, vraiment. Oui, puis il faut tout de même rappeler quel est peut-être le plus grand amour fraternel de Marcel Pagnol, c'est Albert Cohen. Ils se rencontrent en 6e au lycée Saint-Charles et ils vont s'écrire, il y a d'ailleurs dans ce magnifique livre qui est ici, que vous avez failli ne pas voir. Voilà, il y a toute la correspondance entre Cohen et Pagnol qui est magnifique. Alors oui, il lui écrit « Mon cher et beau juif ». Et alors, Cohen lui répond « Je me suis permis de t'envoyer cette lettre par recommandé. Cela vient de mon sang juif toujours inquiet. » Alors voilà, il se traite les juifs comme ça. Et alors, c'est pas de l'antisémitisme. Et ça a été, je crois, un coup de foudre. Hein. Bon, on pourrait en parler d'Albert Cohen. Il y a un très très beau livre aux éditions de Fallois. Pagnol, Cohen, une amitié solaire par Jan Schippers. Qui est un livre magnifique, magnifique. Donc il n'y a pas de sujet en fait, je ne comprends pas d'où vient le sujet. Sur Wikipédia, il y a des gens qui balancent des infos et tout. Moi, vous savez que moi, Nicolas Pagnol, je n'ai pas le droit de modifier la page Wikipédia de mon grand-père. Ça m'est formellement interdit. Pourquoi? Parce que je suis partie pris. Je suis partie prenante. Je suis partie prenante. Et il y a, je sais pas, Pagnol doit avoir quelques détracteurs assez virulents qui essayent toutes les 5-10 ans de rebalancer les trucs, alors qu'il est tout à fait facile de vérifier que Pagnol a été sans doute le seul cinéaste français étant resté en France à n'avoir jamais travaillé pour les Allemands. Tous les autres, je dis bien, tous les autres, qui sont devenus des stars ensuite, dans les années 50, 60, 70, ont tous bossé pour la Continentale. Tous. Les comédiens, tous. Mais alors on dit souvent le voyage de Fernandel à Berlin, le voyage d'un tel à Berlin. Il y avait eu ce grand raout où ils avaient convoqué tout le monde à Berlin. Mais il faut savoir que pour certains de ces comédiens et de ces artistes, leur famille était en danger en France s'ils n'y allaient pas. Bien facile de juger les gens dans une époque que j'espère, nous ne connaîtrons jamais. Bon. Alors, parce qu'après, donc là, il y a une nouvelle rencontre qui va démarrer. Est-ce que vous avez quand même des questions? Non, on a été super clair. On les a tous endormis. On les a tous endormis. Ensuqués, comme on dit. Ils sont ensuqués. Juste un petit. Ah, José, allez. Alors, José Boutin, président des Amis de Marcel Pagnol. Dans les films de Pagnol tirés de Jonot, tout le sel, tout ce qu'on rit, tout ce qu'on pleure, c'est du Pagnol. Par exemple, vous prenez la femme du boulanger, la scène de Pomponette, la scène de l'ivresse. Il n'y a rien dans Jonot. Tout ça, ça n'y est pas dans Jonot. C'est Pagnol qui l'a mis. Voilà. La conclusion, sur Pagnol, il n'y a rien dans Jonot. Voilà. Non, mais, comme vous disiez
Nicolas, c'est tiré de Jonot, mais il n'y a rien du Jonot. Tout ce qui a fait le succès de ces films, toutes les scènes cultes que nous connaissons, c'est Pagnol qui les a faites. Voilà. C'est pas pour rien que tu es président. Alors, avant qu'on se quitte, donc vous retrouvez tout de suite au Café littéraire Monsieur Nicolas Pagnol. À l'instant, tu es déjà en retard. Il rentabilise le billet de train, je vous le dis. Exactement. Voilà. Histoire de BD, donc avec Eric. Chips. Et puis Tristan Josse, je crois aussi. Donc autour de la BD, histoire de BD. Et dimanche, alors là j'espère que vous serez tous là, dimanche, de 14h à 15h, rencontre souvenirs d'enfance autour de Mehdi Charev, qui est un grand, bien sûr, aussi auteur de souvenirs d'enfance, avec Nicolas Pagnol et avec donc Daniel Piccini. Et vous retrouverez Karine Anne, donc le dimanche aussi, rencontre littéraire ici même, demain, de 15h à 16h, pour son roman Olympe de Gouges, l'audace de la liberté au Rocher. Voilà, merci. Merci à vous.